Alors, quel est le point commun entre un bateau, le métro de New York, un hélicoptère, un tunnelier et le lieutenant Pete Mitchell dans Top Gun? Bah, la réponse, elle tient en un seul mot. Kawasaki. Et pour comprendre, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, le Japon s'industrialise à marche forcée. Ils veulent récupérer le train de la modernité, et donc, en 1878, Shozo Kawasaki fonde la Kawasaki Tsukiji Shipyard, une entreprise qui, au départ, est un chantier naval. Elle fabrique des bateaux. Au fil des décennies, elle deviendra la Kawasaki EV Industries. Et d'ailleurs, si tu vas regarder sur ta moto, alors si tu as une Kawa évidemment, la plaque constructeur, c'est Kawasaki EV Industries. Et c'est pas un hasard, parce qu'avant de fabriquer des motos, Kawasaki fabrique déjà des bateaux, des locomotives, du matériel ferroviaire, des ponts, des avions et des hélicoptères. Et même assez récemment, les rames du métro de New York. Bref, chez Kawasaki, tu l'auras compris, la moto n'est qu'une partie, n'est qu'une branche parmi beaucoup d'autres. Grosso modo, de nos jours, c'est à peu près 20% de la marque qui est consacrée à la moto. Après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise s'intéresse de plus près au marché du deux roues. Elle fabrique principalement des deux temps qui sont plus faciles à fabriquer et à ingénierer, mais elle fabrique aussi un petit monocylindre de 60 cm3 et elle continue son apprentissage dans le monde de la moto. Le véritable tournant, il arrive au début des années 60. L'entreprise Kawasaki se rapproche de Meguro. Alors Meguro, c'est une marque un peu méconnue, surtout chez nous en Europe, mais qui fabriquent des motos déjà depuis le milieu des années 20. Ils ont l'expérience de la conception de grosses cylindrées en 4 temps, et pour Kawasaki, c'est un apport précieux en savoir-faire, en ingénieur et en moyens industriels. Assez rapidement naît la 650 W1. Alors elle est très largement inspirée, pour pas dire plus, des BSA britanniques, et c'est une moto qui donnera naissance à toute une lignée de W, jusqu'à assez récemment où Meguro a ressorti une S1, qui est une copie des vieilles motos de ces années-là. Pendant que Kawasaki développe ses motos de route, la marque investit aussi massivement dans la compétition. À la fin des années 60, les teams officiels adoptent la couleur du vert très vif. Alors ce choix n'est pas esthétique au départ. En fait, il faut bien comprendre que c'est le team officiel Kawasaki des 200 miles de Daytona qui voulait avoir une couleur qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors il faut comprendre qu'aux États-Unis, la compétition, qu'elle soit auto ou moto, c'est avant tout du spectacle. Mais aussi, ça permet de vendre le lundi les motos qui ont gagné le dimanche. Donc pour sortir un petit peu du lot, ils ont eu l'idée de cette couleur très vive. C'est un customer du sud de la Californie qui, sous l'impulsion de Kawasaki, a trouvé cette couleur vive. Au départ, cette couleur, ça sonnait presque comme une gaffe. On avait l'impression qu'il s'était un petit peu gouré dans sa palette. Mais au final, c'est la marque de fabrique de Kawasaki. Et d'ailleurs, de nos jours, on ne verrait pas une équipe de Kawa en compétition autrement qu'avec cette couleur verte. À cette même époque, Kawasaki mène de front deux projets complètement différents. D'un côté, la série des H, H1 et H2, des 3 cylindres 2 temps qui donneront la 500 H1 et la 750 H2, que on a surnommé un petit peu hâtivement les Widowmaker, les faiseuses de veuves. Alors pourquoi? Parce que ces moteurs-là délivraient leur puissance de façon très peu linéaire, c'était très brutal, et ça a surpris très certainement de nombreux pilotes. Petit aparté technique, cette délivrance de la puissance aussi forte et aussi rapide, elle était due au fait qu'à cette époque-là, les moteurs de temps n'avaient pas de valve à l'échappement. Dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, on a inventé les valves à l'échappement qui lissent un petit peu le comportement de moteurs de temps. Là, ces moteurs de temps-là, c'est un comportement on-off. Quand tu ouvrais, les chevaux ils arrivaient d'un coup, et c'est de là qu'est venue cette réputation de Widowmaker. Associé à ça, un freinage un petit peu pas top et une tenue de route parfois aléatoire, notamment sur le mouillé. Il n'en fallait pas plus pour avoir cette réputation de faiseuse de veuve. Et de l'autre côté, un autre projet très ambitieux, en l'espèce, un 4 cylindres 4 temps, qui au départ devait être un 750 cm3. Sauf que, avant la sortie du projet final, Honda sort un gros pavé dans la mare avec la 750 CB, la fameuse 4 pattes, et ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied des ingénieurs de Kawasaki. Du coup, ils reprennent le projet presque complètement à zéro, et ce projet, initialement prévu en 750 cm3, donnera naissance à une 900 cm3, la Kawasaki 900 Z1. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est pratiquement la première superbike. Faut dire que pour l'époque, son moteur et ses données constructeurs donnaient un petit peu le tournis. 82 chevaux, 210 km/h, c'était vraiment un Top Gun de l'époque. Et à partir de ce moment-là, la marque se forge une réputation. Construire des motos toujours plus rapides, toujours plus puissantes, toujours plus performantes et peut-être parfois un petit peu déraisonnables. On arrive à la fin des années 70 et là, le vent commence un petit peu à tourner.
notamment en Californie, où les normes anti-pollution deviennent de plus en plus draconiennes, et ça condamne un petit peu les moteurs de temps pour la route. Donc Kawasaki fait évoluer sa gamme 4 temps, et il continue dans l'innovation, quitte à créer des choses un petit peu farfelues, on va dire. En tout cas bizarres pour l'époque. Je veux parler par exemple du Z1300, un 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, qui a commencé sa carrière alimenté par des carburateurs, et qui a fini avec des injections. 6 cylindres, en ligne, transmission par cardan, un espèce de muscle car sur deux roues. Avec cette Z1300, Kawasaki montre encore une fois qu'ils osent des choses que les autres n'osent pas. Et puis arrive 1984. Alors là, c'est encore une date qui marque considérablement l'histoire de Kawasaki. C'est encore un tournant parce que c'est l'année de la naissance de la GPZ 900R Ninja. Déjà rien qu'en soi, cette moto sur le papier, elle enterre quasiment toute la concurrence. 115 chevaux, plus de 250 km/h, l'agilité d'une 750 avec la puissance moteur de 1100, c'est vraiment l'archétype d'une sportive de l'époque. Elle a un rapport poids-puissance qui est exceptionnel pour l'époque, et son châssis montre que la puissance ne fait pas tout. Son châssis est extraordinaire. D'ailleurs, l'année de sa sortie, elle gagnera le Tourist Trophy. Et d'ailleurs, pour mémoire, petite parenthèse, en 1977, Kawasaki est la première marque non britannique à gagner le Tourist Trophy. Mais non content d'avoir ces spé vraiment fantastiques, la 900 GPZ, elle va en plus crever l'écran, puisque elle est choisie pour être la moto de Pete Mitchell, alias Maverick, dans Top Gun. Fun fact, quand les producteurs de Top Gun sont allés voir les responsables de Kawasaki, ils ont demandé des motos et Kawasaki a refusé de leur donner les motos. Donc ils ont racheté les motos. Et donc pour éviter de faire trop de publicité à Kawasaki, les motos ont été repeintes, ils ont effacé tous les marquages Kawasaki et ils les ont remplacés par une déco faite d'autocollants. Anecdote dans l'anecdote, dans le film, il y a deux motos qui ont deux décos légèrement différentes. Et si tu t'amuses à regarder un petit peu les scènes du film, tu reverras que les autocollants ne sont pas exactement les mêmes et ne sont pas exactement placés aux mêmes endroits. Malgré tout, malgré l'effacement de la marque, l'apparition de la moto à l'écran a provoqué une hausse des ventes spectaculaire et on peut dire que quelque part, c'est le non-placement de produit le plus réussi de l'histoire de la moto. Alors cette moto qui initialement était prévue pour être remplacée par le Miller X en 1986, en fait, elle a eu un tel succès que dans certaines parties du monde, ses ventes se sont prolongées jusque dans les années 2000. Donc en 1986 arrive le GPZ Miller X, qui est le digne successeur de cette 900 GPZ. Puis, en 1988, Kawasaki présente la ZX10. En France, on la connaît un tout petit peu mieux sous le nom de Kawasaki ZX10 Tomcat. Oui, parce que cette dénomination de Tomcat, elle est plutôt spécifique à la France. Alors j'ai fait pas mal de recherches, j'avais déjà fait sur les réseaux une vidéo sur mon Tomcat et j'avais été repris par un Suisse qui m'a dit « Ouais, mais moi j'ai eu une Tomcat aussi ». Bon, probablement que par le jeu de transfert de stock, certaines motos badgées Tomcat se sont retrouvées en Allemagne ou en Suisse ou ailleurs, mais toutes mes recherches m'amènent à trouver que c'est bien l'importateur français qui a fait badger les motos vendues en France Tomcat. Partout ailleurs dans le monde, c'est un ZX10. Alors souvent, on me dit, mais c'est la moto de Top Gun. Je dis non, dans Top Gun, le Tomcat, c'est l'avion. C'est un F-14 Tomcat. Et la moto, c'est bel et bien un 900 GPZR Ninja. Le Tomcat, on en reparlera un petit peu après, à la fin de la vidéo. En 1990, apparaît le ZZR 1100, connu aussi sous le nom de ZX11 sur certains marchés. Et pendant plusieurs années, c'est la moto de série la plus rapide du monde. Avec près de 280 km/h de vitesse réelle, elle impose une nouvelle catégorie, les Hypersport GT. C'est-à-dire un type de moto qui te permet d'avaler les kilomètres à une vitesse moyenne très très confortable. Honda répondra un petit peu plus tard avec la Blackbird et Suzuki avec la Hayabusa. Et la course est lancée vers le mur des 300 km/h. Pendant toute cette période, Kawasaki continue à développer sa gamme Ninja, ZX7R, ZX9R, la Stinger. Et à chaque génération, ils amènent un lot d'innovations, que ce soit en matière de châssis, d'aérodynamique, de conduite d'air forcé, bref, de performance. Mais c'est en 2015 qu'arrive encore une nouvelle révolution. C'est cette année-là que Kawasaki présente la Ninja H2 et surtout la H2R. Alors cette moto est vraiment unique. Là où tous les autres constructeurs misent sur un moteur atmosphérique, Kawasaki ressort une technologie presque oubliée en moto, le compresseur. Petit aparté sur le compresseur, en réalité c'est une technologie issue de l'aviation.
Quand les avions, notamment les avions à piston, montaient en altitude, ils montaient à une altitude où l'air était raréfié. Et donc pour continuer à alimenter correctement le moteur en oxygène, on avait développé la technologie du compresseur. On aspire une grande quantité d'air, on le comprime et on l'éjecte dans le circuit d'admission. Et donc, la boucle est bouclée. Kawasaki Moto s'appuie sur l'expertise de Kawasaki Heavy Industries, qui fabrique depuis des années des turbines, pour détourner cette technologie au profit de sa Kawa H2R. Et ainsi, la Kawa H2R peut se vanter d'une puissance de plus de 300 chevaux dans sa version piste, et une fois préparée, elle peut même aller chercher le mur des 400 km/h. Et c'est peut-être ça, finalement, qui résume le mieux Kawasaki. Oui, la marque fabrique des motos parmi les plus rapides du monde, mais derrière chaque Ninja, chaque Z, chaque Versys, il y a un groupe industriel capable de construire aussi bien des trains à grande vitesse, des hélicoptères, des robots, des centrales électriques ou des navires. Alors finalement, le point commun entre un bateau, le métro de New York, un tunnelier, un hélicoptère et Maverick dans Top Gun, c'est quoi? C'est pas seulement Kawasaki, c'est Kawasaki Heavy Industries. Bon, j'espère que cette vidéo sur la marque Kawasaki t'a plu. Elle n'a pas vocation à être une vidéo historique, je ne vais pas retracer toute l'histoire de Kawasaki. Rien que pour la partie course, il faudrait consacrer une vidéo de 2 heures sur les courses d'endurance, y compris sur les courses de tout terrain aussi. Non, c'était vraiment pas le but. Moi, le but, c'était de vous évoquer un petit peu ma façon de voir cette marque au travers de quelques modèles iconiques. C'est une marque que j'aime bien, c'est une marque avec laquelle je roule. Quand j'ai parlé du Tomcat, j'ai dit que j'y reviendrai en fin de vidéo. Et bien voilà, on y est. Dans la prochaine vidéo, on verra si avec un Youngtimer, donc comme le Tomcat, 1988, on est en plein dedans, si avec un Youngtimer, on peut avoir un bon daily. Il faut qu'on voit un petit peu les avantages, les inconvénients, si à l'utilisation quotidienne, c'est faisable ou pas. Je vais vous le faire en live. On va faire une semaine de trajet de travail avec le Tomcat et puis on fera un bilan à la fin et je vous dirai ce que j'en pense et je vous donnerai mon avis. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit commentaire, abonne-toi, c'est super important pour mon référencement. N'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Partage, ça m'aide énormément. Et puis surtout, ride safe.